Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à DoCat, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 14 novembre. La Semaine nationale des personnes proches aidantes. Les résultats de la campagne d'automne de la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Les boursières et boursiers de la Fondation Gérard Delévesque de cette année. La phase 2 du comité a un lendemain pour notre Église. Et un nouvel agent pour le Fonds Écolais-2 au sein du Conseil régional de l'environnement Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, du 7 au 13 novembre, c'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Nous sommes donc passés voir notre ami Michel Langelier, intervenant psychosocial pour proches aidants au Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour l'occasion. Cette semaine, c'est la Semaine nationale des proches aidants. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer l'importance d'une telle semaine? Oh mon Dieu, c'est majeur parce qu'il faut reconnaître d'une part le rôle que ces gens-là ont dans la vie des personnes malades. Ils jouent un rôle déterminant. Puis c'est important aussi cette semaine-là pour qu'on prenne conscience aussi que les proches aidants, eux aussi, en viennent à un certain moment donné où eux aussi ont besoin de support et d'aide et d'accompagnement dans tout ça. Fait que c'est important qu'au moins une semaine par année, on s'arrête pour prendre conscience de cette problématique-là ou de cette réalité-là, parce que je pense qu'on va tous y faire face un jour ou l'autre dans notre vie. On avance en âge, nos gens autour de nous vieillissent, fait qu'il y a des bonnes chances qu'on soit touché par ça éventuellement. Puis tu sais, je lisais quelque chose qui disait qu'une personne sur 4 est un proche aidant, mais que 3 sur 4 disent ils le sont mais ils le savent pas. Fait que tu sais, la proche aidance, c'est vaste. Ça peut être à un certain moment où on s'occupe de quelqu'un. Bref, c'est ça. C'est important de prendre le temps de s'arrêter et de prendre conscience de tout ça. C'est quoi le rôle du Centre d'action bénévole ici, au niveau des proches aidants? Bien, c'est que c'est un nouveau programme depuis 2 ans. C'est l'appui national québécois, l'appui qui vient en aide aux proches aidants. C'est un organisme communautaire, dans le fond. Puis, on peut faire des demandes de sous à eux pour mettre les objectifs qu'eux ont pour les adapter à notre centre d'action bénévole ici. Fait que la patronne ici, elle a vu qu'il y avait un besoin dans notre communauté au niveau des proches aidants. Fait qu'elle a soumis un projet à l'appui. Eux ont accepté de financer le programme. Fait que moi, dans le fond, je travaille pour le centre d'action bénévole, mais en collaboration avec l'appui qui finance le projet. OK. Puis c'est quel genre de soutien vous apportez aux gens? C'est une bonne question. Il y a plusieurs formes de soutien. Moi, davantage que je fais, j'ai beaucoup de rencontres de suivi individuel, comme on appelle dans le travail social, parce que je m'intéresse beaucoup à la vie du proche aidant, pas juste à sa vie versus la personne malade. Oui, il y a de ça. Des fois, le proche aidant a besoin d'informations, tout simplement. Il a besoin de diriger à peu près dans le système quand ça commence la situation s'aggraver. Mais un proche aidant n'en demeure pas moins qu'il a une vie personnelle. Et puis ça se peut qu'il vit des problèmes de couple, des problèmes avec ses enfants, on dit des problèmes financiers, puis que ça vient que ça l'affecte beaucoup. Puis avec sa vie de proche aidant, bien, ça fait que là, il se sent submergé par tout ça. Fait que moi, il y a des gens qui sont proches aidants, mais on parle davantage peut-être de traumatismes du passé parce que ça les affecte aujourd'hui, ou de séparation, tu sais, la séparation, il y a plein de choses qui rentrent en... J'ai quelqu'un que son enfant a des problèmes au niveau de la consommation. Fait que si je lui laisse pas parler de ça ici, dans le fond, je lui donne pas cette fenêtre-là pour se libérer un peu, dans le fond. Le but, c'est que la personne puisse avoir un endroit où elle peut parler de ce qu'elle vit pour diminuer un petit peu l'intensité de tout ce qu'elle vit. À travers quelques conseils là-dedans, j'apprends moi aussi. Fait que je connais les ressources, fait qu'on essaie de mettre en place des choses qui vont amener un apaisement puis des petits soulagements. Puis être proche aidant, mais c'est pas juste s'occuper à temps plein d'une personne. Ben non, quand j'ai commencé à travailler ici, moi je pensais que c'était ça. Et ma boss, tout de go, me dit, en m'assoyant, en me présentant à ma première journée, j'ai dit, ça commence mal. Elle me dit, t'es proche aidant, toi? Je voyais un peu que ma situation s'enlignait comme ça, mais je n'étais pas prêt à me désigner comme un proche aidant. Pour comprendre, avec les mois que je travaille dans ce programme-là, il y a différentes formes de proche aidance. Proche aidant, on a l'image, moi, du moins, pas mal de monde ont l'image qu'il faut se dédier sa vie à une personne. Mettons, tu vis 24 heures avec elle, c'est toi qui lui donnes les soins, qui lui donne le manger, tout ça. Mais tu peux être proche aidant aussi si tu fais les commissions pour la personne. Selon ce que je comprends et ce que j'explore, c'est que tu deviens proche aidant quand tu as des responsabilités qui s'ajoutent à ta vie à toi. Puis une responsabilité, ça veut dire que si tu peux pas la faire, faut que tu trouves quelqu'un pour la faire à ta place.
Puis, oui, c'est ça. Puis, on ne peut pas comparer une situation à l'autre. Toi, si tu travailles 40 heures semaine, ça se peut que tu puisses moins en faire que quelqu'un qui ne travaille pas. Puis, ça se peut même que si tu ne travailles pas, que tu décides de ne pas t'impliquer. Tu sais, avant, on appelait encore ça au niveau gouvernemental aidant naturel. Okay? Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que c'est pour ça que l'appui a choisi le terme proche aidant. Je suis plus à l'aise avec ça parce que aidant naturel, c'est pas tout le temps naturel, ça. Là. Tu sais, disons, laver ta mère, moi, j'appelle pas ça naturel. Puis on dirait que ça banalisait aussi tout ce que ces gens-là font. Pour ça, le proche aidant, pour moi, ça me correspond mieux. Mais comme tu vois, c'est vaste, tout ça. On découvre à chaque jour avec ces merveilleuses personnes. C'est super important. Oui. Parce qu'on va tous y faire face un jour, ça, je suis à peu près certain. Si les gens veulent communiquer avec moi, c'est simple. Moi, je suis au Centre d'action bénévole. Il n'y a pas de procédure au niveau du CIS ou de passer par le CLSC. Vous m'appelez. Pour téléphone, généralement, je propose aux gens, avez-vous le goût qu'on se rencontre pour se parler de ça face à face, quand c'est possible? Parce que quoi de mieux que d'être face à face pour qu'on bien cerner ce que la personne vit. Puis, c'est ça. Aussi simple que ça. On appelle au 418-669-6023. Oui, des fois, je donne mon numéro de cellulaire, mais là, c'est le bon numéro au poste 105. Et si vous laissez un message sur la boîte vocale, soyez assurés que c'est confidentiel parce qu'il y a juste moi qui peux prendre les messages. Je vous rappelle, puis on essaie de trouver un moment où on peut se rencontrer. La campagne d'automne de la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine est terminée et grâce à la grande générosité des gens, ils ont surpassé leur objectif qui était fixé à 30 000 $. Thérèse Sirois, la directrice régionale de la ressource, nous en parle. Bonjour Thérèse. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, très, très bien. Comment a été cette campagne d'automne cette année? Ça a vraiment bien été, ça s'est super bien passé. C'est même au-delà de nos espérances. On a dépassé l'objectif de notre campagne qu'on avait fixé à 30 000 $. On est à 34 185 $. Puis il y a encore des dons qui entrent là, au cours des dernières journées là, depuis qu'on a émis le communiqué. Fait que ça continue d'entrer quand même. Là, fait que c'est bien encourageant. Eh bien, un gros bravo à tout le monde. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont contribué et qui ont travaillé fort pour la réussite de cette campagne. Oui, toujours, hein. C'est un peu le succès de la ressource, je vous dirais, toute l'équipe en place qui sont là avec la ressource, mais nos nombreux bénévoles sur le terrain, tout ça, ceux qui ils viennent donner un coup de main les soirées de sollicitation et tout ça, là, c'est vraiment, c'est ça qui fait le succès, l'appui qu'on a aussi des entreprises un peu partout dans la région. Fait que c'est certain que ça vient contribuer au succès là, de cette campagne-là. C'est beaucoup de bénévoles, puis c'est 10 soirées qui est organisées? Oui, 10 soirées de sollicitation qui sont faites particulièrement là, dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, plus à Rimouski, au bureau régional, si vous voulez, parce que au moment où la campagne d'automne se passe, c'est pas tous les secteurs qui sont encore en œuvre, mais on le fait centralisé, si on peut dire comme ça. Mais c'est 10 soirées de 6h30 à 8h30, 3 jours semaine. Les bénévoles sont bien généreux de leur temps. On est très chanceux. Le thème de cette année, c'était Grandir ensemble. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le pourquoi du choix du thème? Ben, en fait, c'est un lien avec notre 25e année. On sait, la ressource est dans sa 25e année d'existence et tout ça. Et la ressource est partie toute petite, un petit embryon, un petit bébé qui a été mis sur pied par encore une gang de bénévoles, de parents qui y croyaient, de partenaires qui nous ont appuyés, qui ont cru en notre cause et tout ça. Et ça a fait qu'au bout de 25 ans, on a grandi ensemble. C'est un peu ça notre thématique avec nos membres qui sont là. On a des membres qui sont là depuis qu'ils sont nés. Ils ont grandi en même temps que la ressource, les familles, les bénévoles qui sont autour de nous. Fait que c'est vraiment, la ressource, c'est un organisme de cœur. C'est vraiment des gens de cœur qui s'impliquent d'année en année sous toutes les formes, que ce soit les bénévoles, que ce soit les partenaires, que ce soit les donateurs. On se rend compte. On a fait une évaluation, puis on a fait un sondage aussi auprès de la population, auprès de nos membres. On est vraiment un organisme de cœur. Donc, les gens qui sont là, qui s'y impliquent, c'est des gens de cœur et c'est ce qui fait que cette thématique-là nous est comme arrivée en se disant, c'est vrai que ça fait 25 ans, puis on a grandi, puis on continue de grandir, mais grâce
aux gens qui s'impliquent. Fait que de là, l'idée du grandir ensemble, qui est notre thématique. Puis ce 25e-là, ben, c'est 25 ans, on arrive à un bel âge, là. Pouvez-vous nous donner des exemples de l'aide que vous avez apportée grâce à la générosité des gens? Oui, en fait, un exemple que je peux me permettre de vous citer, il y a M. Nicolas-Henri Cormier qui est notre tête d'affiche pour le secteur de la baie des Chaleurs. Nicolas, c'est quelqu'un de très impliqué dans son milieu. C'est un jeune homme qui a un spina bifida. Mais Nicolas, c'en est un qui a grandi avec la ressource plus petit. On a aidé la famille pour de l'adaptation de domicile, de l'adaptation de véhicules, au niveau de certaines aides techniques pour faire du sport et tout ça. On sait que Nicolas, c'est quelqu'un qui est très impliqué là, auprès d'un organisme en Gaspésie qui promouvoit le sport aussi pour les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment pour ce genre de personnes-là, ce genre de belles personnes-là, que les dons qu'on reçoit là, servent pour les aider aussi à évoluer dans leur vie, puis à être impliqués socialement aussi partout. Mais Nicolas, c'est un exemple, mais on a la ressource compte tout près de 1200 membres aux alentours, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, ça varie à chaque jour, mais ce sont tous des gens qui peuvent recevoir des services de la ressource, puis qui fait qu'eux peuvent continuer aussi, puis s'impliquer dans la communauté, puis continuer à développer leurs aptitudes. D'accord. Là, le 31 octobre, c'est la campagne d'automne qui s'est terminée. Là, les gens, ils peuvent continuer quand même à donner. Oui, tout au long de l'année. Tout le long de l'année. Oui. Puis là, vous êtes en train de travailler déjà sur le gros événement là, de financement. Oui, sur le 25e Téléradioton de la ressource. Oui, on travaille fort. Je vous dirais que depuis septembre, là, où c'est vraiment beaucoup plus intense. On en terminant, on recommence l'autre tranquillement, mais après que l'été est passé, là, le mois de septembre arrive, c'est intense. Puis plus on avance dans le temps, plus ça devient intense. Là, le spectacle, ce que les gens vont pouvoir voir à la télé, tout ça, est en train de prendre forme. Puis je ne veux pas vous dévoiler des secrets, mais je peux déjà vous dire que je pense que les gens vont être très contents d'écouter le prochain Téléradioton qui va être diffusé le 23 janvier prochain. La Fondation Gérard Delévesque honore chaque année les jeunes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en offrant 13 bourses d'études à des étudiantes et des étudiants qui se sont démarqués par l'excellence de leur dossier scolaire, leur implication sociale et leur persévérance. Louis-François Bélanger, le président de la Fondation, nous présente les boursières et boursiers de cette année. Bonjour Louis-François. Oui, bonjour André. Quels sont les principaux critères d'admissibilité? Les principaux critères sont la qualité du dossier académique, la persévérance scolaire des étudiantes et des étudiants et aussi leurs implications sociales dans leur milieu d'études, dans leur communauté. Alors, ce sont les principaux critères. On va également aussi tout de même là, prendre en compte d'autres critères, entre autres les retombées régionales quand on parle au domaine d'études, quand on fait référence au domaine d'études des étudiants et des étudiantes, de leur chance aussi de s'établir dans la région, puis aussi de l'utilisation que l'étudiante ou l'étudiant là, compte faire de la bourse. Et qui sont les heureux boursières et boursiers de cette année? Oui, donc, alors, ça nous fait plaisir là, de vous annoncer là, donc la remise de 19 500 $ de montant en bourse à 13 étudiantes et étudiants de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Donc, nous en sommes bien fiers. Alors, on va commencer avec une première bourse remise à Sophie Hogan Lamar. Donc, elle est étudiante à la maîtrise en physiologie, profil endocrinologie à l'Université de Sherbrooke. Elle est originaire de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, elle reçoit une bourse de 5 000 $ dans la catégorie maîtrise doctorat. Ensuite, en formation universitaire de premier cycle, ce sont 6 bourses de 1 500 $ qui ont été accordées à des étudiants et des étudiantes. Donc, une première bourse à Anthony Audet de Maria. Il est étudiant au baccalauréat en kinésiologie de l'Université du Québec à Rimouski. Ensuite, Kimberly Bérubé Boyle de Pabot Mills
près de Chandler. Elle est étudiante en aménagement et environnement forestier à l'Université Laval. Ensuite, Eliane Cummings de Fatima aux îles de la Madeleine. Elle poursuit des études actuellement en 3e année au baccalauréat en psychoéducation à l'Université Laval. Ensuite, Anne-Béatrice Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts. Elle est étudiante de dernière année au baccalauréat en sciences du langage de l'Université Laval. On poursuit avec Chanie Roberge de Bonaventure, donc, qui est étudiante de 2e année en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal. Et enfin, pour les bourses de premier cycle universitaire, Megan Sheehan de Cap d'Espoir près de Percé. Elle est étudiante en psychologie à l'Université Laval. Alors ça complète nos 6 boursiers et boursières là, au baccalauréat. Ensuite, en formation collégiale technique, alors ce sont 4 bourses de 1 000 $ qui ont été remises. En tout premier lieu, à Maë Asselin de Gaspé. Elle est étudiante au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie-des-Îles en travail social. Alors, elle a terminé ses études, puis actuellement, elle poursuit des études au niveau universitaire. Camille Curado, elle est étudiante en éducation spécialisée, elle aussi au campus de Gaspé, du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Et puis, elle est déjà diplômée en éducation spécialisée, puis elle poursuit actuellement un baccalauréat multidisciplinaire. Jade Franqueur, étudiante actuellement en soins infirmiers au campus de Gaspé, du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Et puis, elle souhaite poursuivre une formation universitaire d'infirmière clinicienne en obstétrique. Et enfin, dans la catégorie collégiale technique, Maude Galland de Saint-François d'Assise dans la MRC Avignon. Alors, elle est étudiante en éducation spécialisée au Cégep de Rimouski et elle est tout près de compléter ses études techniques en éducation spécialisée. Enfin, maintenant, dans la catégorie formation professionnelle, bien, on est heureux de rappeler que cette année, le montant des bourses a été augmenté, donc passant de 500 $ à 750 $. On visait à susciter un plus grand nombre de candidatures dans cette catégorie-là et aussi, je dirais, mieux valoriser ce secteur de formation qui est important aussi pour le développement de notre région. Alors, effectivement, on a eu davantage de candidatures dans cette catégorie que par les années passées. Et ce sont 2 boursières que nous sommes heureux d'honorer dans cette catégorie-là. D'abord, Mélanie Dorion de Gaspé, qui a complété sa formation professionnelle en coiffure au Centre de formation professionnelle Chandler-Passepébiac. Et en deuxième lieu, Stéphanie English de Gaspé, qui a complété son diplôme d'études professionnelles en soutien informatique au Centre de formation professionnelle Chandler-Passepébiac. Alors voilà pour nos 13 boursiers et boursières 2021. Bien, félicitations et un gros bravo à tous les boursiers et boursières. Pour la prochaine année, la période d'inscription va se faire quand? Oui, alors habituellement, c'est à chaque année, c'est donc dans les mêmes dates. Alors, le lancement du programme habituellement a lieu le 30 avril, à la fin du mois d'avril, et les candidates ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur dossier de candidature en ligne sur le portail de la Commission jeunesse. Donc, il y a une page dédiée à la Fondation Gérard Delévesque. La Fondation Gérard Delévesque tient à féliciter nos boursières, nos boursiers 2021 pour l'excellence de leur dossier et nous leur souhaitons tout le meilleur succès dans la suite de leurs études et dans leur projet de carrière. La phase 2 du comité Un lendemain pour notre Église s'amorce et c'est l'opportunité pour eux de tester de nouveaux usages en parallèle avec la pratique du culte. Julie Fournier-Lévesque, la nouvelle directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé, nous informe à ce sujet.
C'est vraiment un comité avec plusieurs membres, dont Courant culturel fait partie, et je représente Courant culturel. Il y a la Ville de Grande-Rivière qui fait partie du comité. Il y a la Fabrique de Grande-Rivière, le Diocèse de Gaspé, le Réseau en développement social, Rocher-Percé, puis, je ne veux pas oublier personne, le ministère de la Culture et des Communications aussi est là de temps à autre, puis bien évidemment le Conseil du patrimoine québécois, en fait, du patrimoine culturel québécois, oui, c'est ça. D'accord. Puis là, c'est la phase 2 qui s'amorce. Qu'est-ce qui a été fait au juste dans la phase 1? Dans la phase 1, oui. En fait, là, on est à la veille d'amorcer la phase 2 qui va être d'expérimenter des nouveaux usages. Dans la phase 1, ce qu'on a fait, c'est en comité réfléchir à quels sont les besoins, comment on veut orienter le projet. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un constat, qu'on a une église, que la fabrique ne pourra pas dans le futur subvenir à tous les besoins financiers d'entretien. Donc, depuis 2018-2019, en fait, on a amorcé ce comité-là pour réfléchir à différentes orientations. La chose importante à souligner, c'est que dans notre projet de développement, on a choisi de utiliser l'occupation transitoire. C'est pas quelque chose qui est très commun ici, au Québec. Ce l'est beaucoup plus en Europe. L'occupation transitoire, c'est au lieu de se dire on veut faire une salle de spectacle avec l'église de Grande-Rivière, on fait des plans, on prend l'argent, on fait les rénaux, voilà, nous avons une salle de spectacle. On fait plutôt, à petite échelle, dès maintenant, tester différents usages. Donc, on n'enlève pas les activités du culte, mais on rajoute des activités laïques petit à petit. Puis ça va nous informer sur ce qui marche, qui naturellement a besoin du local et fréquente le lieu. Puis ça va nous informer aussi sur le type de gouvernance qu'on va pouvoir développer. Est-ce que ça va être un modèle coopératif? Est-ce que ça va être un modèle qui va être plus une corporation? Est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? Donc, ça nous permet de mettre un bloc à la fois, mais qu'à la fin, lorsqu'on développe le projet pérenne, qu'on n'aille pas un éléphant blanc, qu'on ait quelque chose qui fonctionne vraiment puis qui est issu de la communauté pour les besoins de la communauté, en fait. Puis donc, prochainement, on va annoncer ce qu'on a appelé la sacristie du lendemain. On a décidé que dans cette phase 2-là, le premier section de l'église qu'on allait tester, c'est la sacristie. C'est évidemment moins compliqué à chauffer l'hiver, donc c'était un choix stratégique aussi. Puis il est plus petit, donc plus facile aussi à aménager. Donc aux activités qui sont déjà en place, donc les activités de la chorale, les séances de prière, les activités liturgiques, on va ajouter des usages. Donc, par exemple, le 9 décembre prochain, on a la cérémonie des prix mémoire vivantes. Je pense que Francis Dumont est venu vous parler. Bien, ça va se tenir ici. Fait que, quel autre usage on peut ajouter à ça? Est-ce qu'on peut rendre le local disponible pour la tenue d'ateliers d'écriture, d'ateliers de lecture? Est-ce que ça peut être même pour un cours je dis n'importe quoi, là, mais de danse en ligne? On va voir. Fait que l'idée, là, ça va être de tester de fixer des paramètres pour être capable que la fabrique soit d'accord et que, bon, est-ce qu'il y a un coût? Comment on fait pour réserver? Fait que ça va venir, là, je dirais qu'en janvier, là, ça va être officiellement testé. Puis, je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est vraiment un travail d'équipe, hein, ce projet-là. Donc, le Réseau en développement social a récemment engagé Myriam Carbonneau-Giroir, qui va être à 2 jours et demi semaine pour venir appuyer le comité du lendemain. Donc, elle va être chargée officielle. Vous pourrez la rencontrer prochainement, là. Donc, c'est elle qui va porter la démarche, ou en tout cas, ce que le comité lui dicte ou l'informe de faire, bien, elle va être là aussi pour informer. Donc, à terme, elle aurait même un bureau ici. Les gens pourraient venir la rencontrer. On souhaite aménager à l'extérieur, là, peut-être pour l'été, certains, peut-être des bancs, ou en tout cas une façon de s'installer à l'extérieur puis de passer un peu de temps pour que ce local-là ici, qui est notre première étape, devienne vivant puis commence à nous informer sur la suite puis quelle autre pièce on passe une après l'autre, en fait.
Puis les gens intéressés peuvent vous suivre comment? Oui, en fait, la meilleure façon, c'est de suivre par le site Internet qui s'appelle unlendemainpournotreéglise.com. Ça, là-dessus, on a donc tous les gens qui sont sur le comité, c'est-à-dire on a la liste des gens qui sont sur le comité. On a aussi, il y a une section blog, donc chaque rencontre que le comité fait, il y a un petit résumé. Donc, étape par étape, on bâtit disons, on ajoute sur le site Internet. Puis, je vous dirais qu'ultimement, tous les gens qui sont sur le comité portent la démarche et sont capables de... Donc, si vous êtes vous fréquentez plus la fabrique, vous pouvez vous informer auprès d'eux. Sinon, vous pouvez, moi, à Courant culturel. Ultimement, vous pouvez aussi, c'est ça, passer par moi. Mais sinon, tous les gens qui sont sur le comité portent la démarche aussi. Mais le site Web, c'est là que c'est plus détaillé comme information. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le CREGIM, a un nouvel atout pour les entreprises de la Gaspésie souhaitant pratiquer de manière éco-responsable. Voici Antoine Bonhomme, le nouvel agent du fonds EcoLeader. En fait, le fonds EcoLeader, plus concrètement, là, c'est pour aider toute entreprise qui veut initier une démarche environnementale, peu importe l'angle qu'elle veut utiliser. Il faut simplement qu'elle ait le réflexe de nous appeler ou de nous contacter. Donc, de là, moi, je vais prendre son dossier en charge, discuter avec l'entrepreneur en question, puis on va voir en fonction de comment elle opère, qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer ses pratiques. Puis moi, j'essaie de trouver le plus de financement possible, que ce soit à travers notre programme, le fonds EcoLeader, ou de toutes sortes de programmes connexes qui sont offerts soit par le gouvernement ou d'autres entités qui sont disponibles pour les entreprises, en fait. Là, le fonds EcoLeader a un nouvel agent, mais il y a d'autres changements aussi, il y a d'autres nouveautés. Oui, en fait, dans notre rencontre annuelle, on a pu aussi parler des nouvelles modalités parce qu'en fait, on passe d'un financement pour des projets allant de 50% à maintenant 75%. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, toutes les entreprises qui veulent justement, comme je disais, initier une démarche environnementale, la première chose à faire, c'est faire une étude. Puis là, l'étude pour voir, concrètement, pour cette entreprise-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que chaque entreprise est différente, il faut faire des choses différentes. Cette entreprise-là doit faire une étude, puis nous, on finance l'étude pour justement déterminer les meilleures choses qu'elle peut faire pour son entreprise. Puis là, il y a plus d'argent qui est donné. Oui, en fait, on passe maintenant à un montant total de 100 000 C'est séparé en deux catégories. Il y a la catégorie technologie propre, puis la technologie amélioration des pratiques environnementales. Technologie propre, en fait, c'est toute technologie propre qui peut être installée dans une entreprise. Donc, une machinerie, par exemple, dans une chaîne de production, s'il y a une nouvelle technologie qui est sortie puis qui pourrait la remplacer, qui consommerait, par exemple, moins d'énergie ou qui utiliserait moins d'eau pour le procédé, bien, nous, on peut financer l'étude pour mettre cette technologie-là en place. L'autre volet, qui est l'amélioration des pratiques environnementales, ça, en fait, c'est si une entreprise veut améliorer sa gestion de matières résiduelles, si elle veut améliorer sa gestion de l'eau, réduire sa consommation énergétique, qu'on parle de chauffage, éclairage, isolation du bâtiment. C'est toutes des études qui peuvent être financées justement avec le fonds. Puis ça, pour ce volet-là, c'est une valeur allant jusqu'à 40 000 $. Puis pour les technologies propres, comme je parlais un petit peu plus tôt, c'est jusqu'à 60 000 $, ce qui combine 100 000 $ disponibles par entreprise. Puis la bonne nouvelle aussi, dans les nouveaux changements qu'il y a eu, c'est que l'entreprise peut en fait nous faire une demande à plus d'une reprise, tant aussi longtemps qu'elle n'a pas dépensé l'ensemble de son enveloppe qui est de 100 000 $. D'accord. Puis les gens qui ont besoin de plus d'informations, qui veulent adhérer au fonds, ils s'y prennent comment? En fait, c'est simple. Il y a plusieurs options pour me rejoindre, soit directement par courriel a.bonhomme@fondsEcoLeader.ca. Sinon, sur le site du CREGIM, sur le site du fonds EcoLeader, vous allez pouvoir regarder, dans le fond, les différentes régions. Si vous sélectionnez la Gaspésie, il va y avoir toutes mes informations qui sont là et qui sont disponibles. Y a-t-il des choses à surveiller prochainement au niveau du fonds EcoLeader? J'ai déjà, écoutez, comme je disais, ça fait pas longtemps que je suis en place, mais j'ai déjà certains projets qui commencent à s'amorcer. Je trouve que c'est très stimulant de voir que les gens de la région veulent prendre des démarches pour justement améliorer leur bilan environnemental. Actuellement, je ne peux pas encore dévoiler qui fait quoi, mais c'est sûr que lorsque les projets vont être avancés, puis initialement, en fait, lorsqu'ils vont être terminés, je vais essayer de pouvoir discuter, en fait, de divulguer ça à tout le monde pour qu'on puisse parler des entreprises qui ont fait des bons coups dans la région. Je dirais que ça, c'est des choses qui sont à venir, là, que j'ai bien hâte de pouvoir discuter avec l'ensemble de la région.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 14 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!